Pour les plus romantiques, Paris, c'est la ville lumière. Pour Rémi Coffeur, c'est Paris la Rouge. Bonsoir. Bonsoir. C'est le titre de votre dernier ouvrage, paru aux éditions Perrin. Alors, Paris, capitale mondiale des révolutionnaires et des terroristes. Trotsky, Lénine, les Brigades Rouges, la bande à Bader. Il y a aussi des dictateurs en devenir qui sont venus à Paris. Pol Pot au Cambodge, Ho Chi Minh au Vietnam. Pourquoi cette fascination pour la capitale française? Parce que dans l'imaginaire très ancien, Paris, c'était la capitale de la grande révolution française. Donc on venait à Paris, soit pour s'initier à la révolution, soit parce qu'on était déjà un révolutionnaire. Vous avez cité Lénine et Trotsky, eux étaient déjà révolutionnaires avant de venir à Paris, mais un certain nombre d'autres, vous avez également cité Pol Pot, Ho Chi Minh, qui ne sont pas encore des révolutionnaires quand ils sont à Paris. On pourrait citer aussi Deng Xiaoping et Zhou Enlai. Et également Messali Hadj, qui est le fondateur du nationalisme algérien, qui a fait ses premiers pas dans la révolution nationale algérienne à Paris. Ah oui, c'est vrai que cet ouvrage, c'est une galerie de portraits de tous ces révolutionnaires qui sont passés par Paris. Alors, il y a un petit côté romantique pour Lénine. Alors, on découvre donc Lénine qui rencontre son grand amour à Paris. Et ça, vous nous le racontez? Oui, je le raconte. C'est vrai que le romantisme, c'est pas tellement ce qu'on imagine chez Lénine, mais il est tombé amoureux fou d'une jeune femme s'appelait Inessa Armand, qui était française, qui avait vécu en Russie, qui était la femme d'un industriel russe, mais un industriel pro-révolutionnaire. Et elle menait une vie très libre et elle a rencontré Lénine et puis elle est venue s'installer à Paris. Elle était à un numéro du couple Lénine avec Natalia Koupskaya, qui était la femme de Lénine. Et alors c'est assez bizarre ce qui s'est passé entre ces trois êtres, mais Lénine était réellement amoureux fou d'elle. Elle est morte en 1920 en URSS des suites d'une maladie et tous les témoins ont décrit Lénine effondré. Bon, Lénine amoureux, on n'imagine pas tellement et pourtant lui aussi l'a été. Effectivement. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi des figures féminines. On pense à Louise Michel lors de la Commune. Il y en a moins que les hommes qui sont plus engagés dans l'action, en tout cas. Mais vous essayez de nous raconter, en fait, vous nous racontez d'ailleurs, vous nous parlez de gens qui sont plus ou moins connus. C'était important aussi de les mettre à l'honneur? C'était important de montrer qu'il y a une continuité, qu'effectivement Paris a attiré tous ces gens comme des aimants. Je cite Nestor Makhno qui a conduit une espèce de révolution paysanne en Ukraine, anarchiste sous le signe du drapeau noir, et qui est venu mourir misérablement en région parisienne, truffé de balles, chassé par les blancs d'abord et puis les rouges après. Et il est venu vivre ces derniers jours en région parisienne. Vous avez les communistes allemands, les communistes italiens, italiens d'abord puis allemands qui viennent après la victoire des fascistes et des nazis. Vous avez les révolutionnaires étrangers FTP-MOI qui luttent contre le nazisme les armes à la main. Et puis vous avez au moment de la guerre d'Algérie, c'est un peu le début des problèmes que nous rencontrons actuellement. C'est-à-dire que jusque-là, les révolutionnaires ont grosso modo, la plupart, il y a des anarchistes aussi, je cite un certain nombre d'anards, dans la bande à Bono, il y a des Belges, etc. Mais ce sont souvent des communistes. Leurs enfants, ils s'intègrent par le biais du Parti communiste français, leurs enfants deviennent français, etc. Et après, ça se délite. Donc, mais ce mécanisme fonctionne assez bien avec les Polonais, les Juifs d'Europe centrale, etc. Et il se bloque au moment de la guerre d'Algérie pour ce qui concerne les Algériens, parce que vous avez le FLN, qui est l'organisation nationaliste algérienne, qui est un bloc, qui est une organisation extrêmement solide et homogène, et quelque part plus solide que le Parti communiste. Donc elle l'emporte, c'est-à-dire que les immigrés algériens échappent à l'influence du mécanisme d'intégration que représentait le PCF. Alors justement, Paris la Rouge, c'est lié au communisme, évidemment, mais aussi, on peut comprendre, rouge sang. Vous nous rappelez que Paris a été victime d'attentats. Vous revenez sur les années 80, 90, et là, c'est une autre histoire qui se joue, c'est-à-dire que Paris est victime de conflits dont elle n'est absolument pas au fait, finalement. Dans un deuxième temps, ça devient effectivement le lieu où se règlent tous les problèmes du Moyen-Orient entre les Israéliens et les différentes fractions révolutionnaires, et puis également les Iraniens qui viennent, on essaie d'assassiner Shapour Bakhtiar, qui est le dernier premier ministre du Shah, etc. C'est-à-dire que Paris devient le champ clos des révolutionnaires moyen-orientaux, le FPLP, Carlos, aussi, les FARL, dont le chef est toujours en prison en France, Georges Ibrahim Abdallah. Et
ces gens viennent régler des comptes à Paris. Et puis maintenant, nous avons une troisième génération, ce qu'on connaît hélas mieux, ce sont des jeunes qui sont français, qui ont un passeport français, mais qui se considèrent eux-mêmes comme des révolutionnaires étrangers dont la mission sacrée est de frapper la France. Alors justement, est-ce qu'ils sont des héritiers de ces révolutionnaires? Ils sont à la fois les héritiers et l'inverse. C'est-à-dire que les révolutionnaires en question venaient à Paris pour faire la révolution chez eux. Ceux-là veulent faire ce qu'ils considèrent comme une révolution islamique, une révolution djihadiste, mais, je le répète, ils sont français de nationalité, mais ils se considèrent eux-mêmes. C'est pas la France qui leur a dit « vous êtes des étrangers, on veut pas de vous ». C'est eux qui ne veulent pas de la France et qui se considèrent comme des révolutionnaires en exil chargés de frapper la France. Et malheureusement, ils le font. Oui, ils sont dans une logique inverse, si je vous suis. Et vous d'ailleurs, vous soulignez qu'il y a pour vous des points de convergence dans l'organisation. Par exemple, vous dites que dans les banlieues, on assiste à une situation de double pouvoir, selon la formule de Lénine. Enfin, qu'il y a des sortes de modus operandi qui sont quand même repris. Oui, le double pouvoir, c'est effectivement, pour parler clair, quand la loi française ne s'applique plus dans certaines banlieues. Et à partir de ce moment-là, oui, il y a deux pouvoirs. Il y a le pouvoir qui règne sur ces banlieues, il y a le pouvoir d'État qui n'arrive plus à s'imposer, qui ne veut pas s'imposer, qui n'y arrive pas en tout cas dans ces banlieues, oui. Oui, votre constat est assez dur puisque vous dites il y a un refus obstiné de regarder les réalités. C'est ce que vous savez, la France, hein, c'est quand même le pays des autruches, quoi. C'est-à-dire que vous avez les attentats de 95 qui sont une conséquence en France de la guerre civile algérienne, les attentats du GIA, du groupement islamique algérien. Ces attentats sont commis par des jeunes qui sont en France, dont certains sont de nationalité algérienne, d'autres sont de nationalité française. Ils commettent ces attentats. Ça secoue l'opinion publique à juste titre, parce que les attentats, on n'aime pas ça. Et puis, c'est 95 et on oublie. En oubliant simplement que des générations suivantes vont apparaître. 20 ans, c'est l'espace d'une génération. Voilà. Et pour ne pas oublier, il faut donc se replonger dans votre ouvrage « Paris la Rouge ». Merci Rémi Coffeur d'avoir été notre invité.